Dans de nombreuses régions du monde, une menace persiste, capable de transformer en quelques heures seulement ce qui a demandé des mois de travail. Ce n'est ni une sécheresse progressive, ni une tempête visible à l'horizon. C'est quelque chose de plus discret, qui arrive sans prévenir, venu du ciel. Au départ, on distingue à peine une ombre au loin, un mouvement inhabituel dans l'air. Puis, en quelques instants, cette ombre s'intensifie, s'épaissit, jusqu'à devenir une masse vivante composée de millions d'ailes en mouvement, avançant comme un seul organisme, recouvrant la lumière du soleil et s'abattant sur les cultures avec une précision presque impossible à arrêter. Le premier signe de ce phénomène n'est pas visuel, mais sonore. Le paysage rural, habituellement rythmé par le vent, les animaux et la vie quotidienne, se remplit progressivement d'un bourdonnement constant. Un bruit qui s'amplifie, qui envahit l'espace, jusqu'à dominer tout le reste. Puis vient le mouvement. Des millions d'insectes descendent en même temps, recouvrant les feuilles, les tiges, les cultures entières. En quelques minutes à peine, le vert disparaît. Ce n'est pas une dégradation progressive, c'est une transformation brutale. Là où il y avait de la production, il ne reste que du vide. Depuis des siècles, ce phénomène est considéré comme l'une des plus grandes menaces pour l'agriculture. Dans de nombreuses civilisations, ces invasions ont été décrites comme de véritables catastrophes. Et ce qui est peut-être le plus frappant, c'est que même aujourd'hui, à l'ère des satellites, de l'intelligence artificielle et des systèmes de surveillance avancés, le problème persiste, car les criquets ne se comportent pas comme les autres ravageurs. Ils ne suivent pas de schéma simple. Ils ne restent pas suffisamment longtemps au même endroit pour être éliminés efficacement. Et lorsqu'ils disparaissent d'une zone, ils réapparaissent déjà ailleurs. De l'Afrique à l'Asie, de nombreux pays ont mobilisé des ressources considérables pour tenter de contrôler ces essaims. Des avions survolent des milliers d'hectares, des drones assurent une surveillance en temps réel, des équipes techniques interviennent sans relâche. Pourtant, malgré ces efforts, le résultat reste souvent le même. Le contrôle n'est que temporaire. La menace revient. Et le cycle recommence. Mais au cœur de ce contexte mondial, une approche différente a commencé à émerger. Alors que la majorité des stratégies reposaient sur une lutte constante contre ces insectes, considérés comme un ennemi à éliminer à tout prix, la Chine a progressivement adopté une autre manière de voir les choses, non plus comme une guerre permanente, mais comme une situation encore mal comprise. Pendant des années, le pays a lui aussi été confronté à d'importantes invasions, notamment dans certaines régions du Nord, où les conditions climatiques favorisent ces phénomènes. La réponse initiale a suivi la même logique que partout ailleurs. Campagnes intensives, usage de produits chimiques, mobilisation massive de ressources. Mais avec le temps, une évidence s'est imposée. Peu importe les moyens investis, les criquets finissent toujours par revenir. C'est alors qu'une autre question a commencé à émerger. Une question qui change complètement la perspective. Et si, au lieu de chercher à les éliminer totalement, il était possible de les exploiter? Et si ce qui détruit les cultures pouvait aussi devenir une source de valeur? À première vue, cette idée peut sembler paradoxale. Transformer un fléau en ressource n'est pas une solution intuitive. Pourtant, en y regardant de plus près, une certaine logique apparaît. Car les criquets ne sont pas seulement destructeurs. Ils sont aussi biologiquement efficaces. Leur reproduction est rapide, leur alimentation repose sur des ressources simples et surtout, leur teneur en protéines est remarquablement élevée. Dans un monde où la production alimentaire subit une pression croissante, ces caractéristiques commencent à attirer l'attention. Pas seulement du point de vue agricole, mais aussi économique. Car lorsqu'un problème persiste pendant des décennies sans solution définitive, il arrive un moment où la stratégie doit évoluer. C'est précisément ce qui commence à se produire. Plutôt que de lutter indéfiniment contre un phénomène qui ne disparaît jamais complètement, certains systèmes se demandent si l'erreur ne réside pas dans l'approche elle-même. Peut-être que le véritable problème n'est pas l'existence des criquets, mais la manière dont ils sont perçus et gérés. Ce changement de perspective marque le début de quelque chose de bien plus profond. Il ne s'agit plus seulement de contrôler une invasion. Il s'agit de repenser la relation entre production, environnement et adaptation. Car dans le monde agricole, où chaque décision a un impact direct sur le résultat final, comprendre le système est souvent plus efficace que chercher à le dominer. Et c'est ici que cette histoire devient particulièrement intéressante. Car ce qui a longtemps été considéré comme une menace incontrôlable commence à se transformer en quelque chose de totalement différent. Une évolution qui ne modifie pas seulement notre regard sur les criquets, mais aussi notre manière de comprendre les défis de l'agriculture moderne. Pour comprendre pourquoi ce phénomène reste aussi difficile à maîtriser, il faut aller bien au-delà de ce que l'on observe à première vue.
Les criquets ne surgissent pas de manière aléatoire, comme un simple accident naturel. Leur comportement est profondément lié aux conditions de leur environnement. Et c'est précisément cette relation étroite avec le climat et les ressources disponibles qui rend leur gestion si complexe dans de nombreux systèmes agricoles. En conditions normales, ces insectes vivent de manière isolée. Dispersés dans le paysage, presque invisibles, ils évoluent sans attirer l'attention. Ils se nourrissent, se reproduisent et s'intègrent discrètement dans l'écosystème, comme n'importe quelle autre espèce. Mais lorsque l'environnement change, notamment après des périodes de sécheresse suivies de pluies abondantes, un processus progressif se met en place. La végétation se développe rapidement, les ressources alimentaires augmentent et avec elles, la population de criquets commence à croître. À mesure que leur densité augmente, une transformation plus profonde s'opère. Il ne s'agit plus seulement d'un changement de nombre, leur comportement évolue. Ils deviennent plus actifs, plus réactifs et commencent à se regrouper. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est que leur corps lui-même s'adapte à cette nouvelle dynamique. Leur couleur change, leur morphologie évolue et leur manière d'interagir avec leur environnement se modifie. Ce phénomène est connu sous le nom de phase grégaire. À partir de ce moment, les criquets cessent d'agir comme des individus indépendants pour fonctionner comme un ensemble coordonné. Ils avancent ensemble, se nourrissent ensemble et se déplacent comme une entité unique. Le problème n'est alors plus localisé. Il prend une dimension régionale, parfois même continentale. Chaque femelle peut pondre un nombre important d'œufs à chaque cycle. Et lorsque les conditions restent favorables, ce cycle se répète rapidement. Lorsque des milliers d'individus se reproduisent simultanément, la croissance devient exponentielle. En quelques semaines seulement, une population initialement discrète peut se transformer en un essaim massif, capable de couvrir de vastes territoires. Mais au-delà de leur nombre, c'est leur mobilité qui représente un défi majeur. Les criquets ne restent pas sur place. Ils se déplacent avec les vents, utilisant les courants d'air pour parcourir de longues distances en un temps très court. Ils franchissent des obstacles sans difficulté. Déserts, rivières, zones agricoles, rien ne constitue une véritable barrière pour leur progression. Cela signifie que les méthodes de contrôle traditionnelles atteignent rapidement leurs limites. Même lorsqu'une zone est traitée efficacement, le problème ne disparaît pas. Il se déplace, aujourd'hui dans une région, demain dans une autre, parfois même au-delà des frontières. Ce caractère mobile rend toute stratégie purement locale insuffisante sur le long terme. La Chine a connu à plusieurs reprises ce type de situation, notamment dans certaines régions du Nord où les conditions climatiques favorisent ces cycles. Pendant longtemps, la réponse a été directe et intensive. Identifier les foyers, intervenir rapidement, réduire les populations. Des campagnes coordonnées, des moyens techniques importants et une forte mobilisation sur le terrain. Mais avec le temps, une réalité s'est imposée. Même avec des interventions efficaces, le phénomène ne disparaît jamais complètement. Il réapparaît sous une autre forme dans une autre zone. Ce constat a conduit à une réflexion plus profonde. Le problème n'était pas uniquement technique, il était structurel. Par ailleurs, l'utilisation répétée de pesticides a commencé à révéler ses limites. Les sols peuvent se dégrader, les insectes utiles disparaissent et l'équilibre écologique se fragilise. À court terme, les résultats peuvent sembler satisfaisants. Mais sur le long terme, les coûts environnementaux et économiques deviennent de plus en plus élevés. C'est dans ce contexte qu'une nouvelle approche a commencé à émerger. Non pas comme une solution immédiate, mais comme une adaptation progressive. Plutôt que de considérer les criquets uniquement comme un ennemi à éliminer, certains systèmes ont commencé à les analyser différemment, comme un élément du milieu, problématique certes, mais porteur de caractéristiques intéressantes. Car d'un point de vue biologique, ces insectes présentent une efficacité remarquable. Leur capacité à transformer des ressources simples en biomasse est élevée. Leur cycle de vie est rapide. Et leur valeur nutritionnelle est loin d'être négligeable. Observés sous cet angle, ils ne représentent plus seulement une menace, mais aussi un potentiel. Ce changement de regard transforme la nature même du problème. Il ouvre la voie à une stratégie différente, une approche qui ne repose pas uniquement sur l'élimination, mais sur l'intégration. L'idée n'est plus seulement de réduire leur impact, mais aussi d'exploiter certaines de leurs caractéristiques dans des systèmes contrôlés. Ce type de transition ne se fait pas instantanément. Il demande du temps, de l'observation et surtout une évolution dans la manière de penser. Pendant des décennies, la réponse a été de combattre. Modifier cette logique implique d'accepter que cette approche, à elle seule, ne suffit plus. Ce qui a commencé à se développer en Chine illustre précisément cette transformation. Un passage d'une réaction systématique face au problème, vers une stratégie plus souple,
plus intégrée. Une approche où l'objectif n'est plus uniquement de contenir la menace, mais aussi de créer de la valeur à partir de celle-ci. Et c'est à ce moment que l'histoire dépasse le simple cadre agricole. Elle devient un exemple de l'évolution des systèmes. Car dans le monde rural, où chaque ressource compte, la véritable différence ne réside pas toujours dans la capacité à éliminer un risque, mais dans la manière dont on apprend à le gérer intelligemment. Lorsque cette idée a commencé à quitter le cadre théorique pour entrer dans des applications concrètes, le paysage a profondément changé. Ce qui était auparavant un problème difficile à contenir en plein champ a progressivement été transféré vers des environnements contrôlés. Des espaces où chaque paramètre est ajusté avec précision, où le comportement naturel des criquets n'est pas supprimé, mais orienté. En pénétrant dans l'une de ces installations, l'image qui se présente est très différente de celle d'une exploitation agricole classique. Il n'y a ni vaste pâturage, ni animaux en liberté. À la place, on découvre un système structuré, presque industriel. Des espaces fermés, des infrastructures simples, mais conçues avec rigueur. Le sol, par exemple, n'est pas laissé au hasard. Il est composé d'un mélange spécifique de sable et de matière organique, permettant de maintenir un niveau d'humidité optimal pour le développement des œufs. La température constitue un autre élément central. Elle est maintenue dans une plage stable, généralement chaude, afin d'accélérer le cycle de croissance. L'humidité est également contrôlée avec précision. Ni trop élevée, ni trop faible. Cet équilibre constant crée un environnement favorable à une production régulière et prévisible. Mais l'un des aspects les plus intéressants réside dans l'alimentation. Contrairement à d'autres systèmes qui nécessitent des intrants coûteux, ici, les ressources utilisées sont simples et souvent déjà disponibles localement. Herbes, feuilles, résidus agricoles, des matières accessibles, intégrées dans une logique d'efficacité. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'inscrire la production dans une dynamique plus durable. Au fil de leur développement, les criquets évoluent dans cet environnement maîtrisé. Des milliers d'individus grandissent simultanément dans un espace relativement compact. Contrairement à ce qui se produit dans la nature où les comportements sont imprévisibles, ici, tout suit une logique structurée, un rythme précis, une organisation reproductible. Et c'est précisément cette prévisibilité qui change complètement la donne. Ce qui était autrefois chaotique devient mesurable, calculable, gérable. Le système gagne en efficacité, mais aussi en stabilité. L'une des étapes les plus marquantes intervient au moment de la récolte. Contrairement à d'autres formes d'élevage où la manipulation peut être complexe, les criquets offrent un avantage particulier. Leur comportement réagit fortement aux variations de l'environnement. En ajustant la lumière ou la température, ils ont tendance à se regrouper naturellement. Ils se concentrent en masse, facilitant ainsi leur collecte. En peu de temps, de grandes quantités peuvent être récupérées de manière rapide et organisée. Ce processus n'a rien d'improvisé. Il est répété, optimisé, structuré, à l'image d'une chaîne de production. Et c'est là une différence majeure avec les systèmes plus traditionnels. Une fois collectés, les criquets entrent dans une nouvelle phase, la transformation. Ils passent d'abord par des étapes de nettoyage visant à éliminer les impuretés tout en préservant leur qualité. Ensuite, selon les besoins, plusieurs options sont possibles. Dans certains cas, ils sont déshydratés pour prolonger leur conservation. Dans d'autres, ils sont transformés en farine riche en protéines. Ils peuvent également être utilisés directement dans certains circuits de production. Et c'est à ce stade que leur impact dépasse largement le cadre de l'installation elle-même. Dans différents systèmes d'élevage, ce type de ressources commence à être intégré dans l'alimentation animale. Volailles, poissons et parfois d'autres espèces peuvent en bénéficier. Les effets deviennent rapidement visibles. Une croissance améliorée, une meilleure conversion alimentaire et dans certains cas, une réduction de la dépendance à d'autres intrants plus coûteux. Mais au-delà des résultats techniques, c'est la logique globale du système qui attire l'attention. Il ne s'agit pas simplement de produire une nouvelle source d'alimentation. Il s'agit de transformer un problème en ressource et de l'intégrer directement dans la chaîne de production. Ce type d'intégration apporte un autre avantage essentiel, la stabilité. En produisant une partie de ses propres ressources, le système devient moins dépendant des fluctuations extérieures. Dans un contexte agricole où les coûts et la disponibilité peuvent varier fortement, cette autonomie représente un atout considérable. Un autre facteur souvent sous-estimé entre également en jeu, le temps. Dans les systèmes d'élevage classiques, les cycles peuvent être longs. Ici, tout se déroule beaucoup plus rapidement. En quelques semaines seulement, un cycle complet peut être réalisé, permettant une production continue et adaptable. Mais au-delà de l'efficacité technique, c'est surtout le changement de mentalité qui définit ce modèle. Pendant des décennies,
Les criquets ont été perçus uniquement comme une menace à éliminer. Modifier cette vision demande une transformation profonde de la manière de penser. Pourtant, lorsqu'un problème persiste sans solution définitive, l'approche finit inévitablement par évoluer. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Il ne s'agit pas d'ignorer le risque, mais de mieux le comprendre et d'utiliser ses propres caractéristiques en faveur du système. Ce qui était autrefois une menace incontrôlable dans les champs devient ainsi une ressource dans un environnement maîtrisé. Et cette transition, bien qu'elle semble simple en apparence, représente une transformation majeure dans la manière d'envisager la production agricole. Car au fond, ce modèle dépasse largement le cas des criquets. Il parle d'adaptation, d'efficacité et de la capacité des systèmes à évoluer. Il montre comment, en changeant de perspective, un défi peut devenir une opportunité intégrée. Au final, lorsqu'on prend du recul et que l'on observe l'ensemble du processus, ce qui se dessine dépasse largement une simple histoire d'insectes. Pendant des siècles, les criquets ont été perçus comme un symbole de destruction. Une menace imprévisible, capable d'anéantir en quelques heures le travail de toute une saison. Et dans de nombreuses régions du monde, cette perception reste profondément ancrée. Pourtant, ce qui se développe aujourd'hui en Chine ouvre une perspective différente. Non pas parce que le problème a disparu, mais parce que la manière de l'aborder a changé. Au lieu de s'acharner uniquement à éliminer un phénomène qui revient sans cesse, une nouvelle logique s'est imposée. Une logique qui consiste à comprendre, à adapter, et parfois à intégrer. Dans les systèmes agricoles, où tout dépend des cycles naturels, des ressources disponibles et de la capacité d'anticipation, certains défis ne disparaissent jamais totalement. Ils évoluent, se répètent, prennent d'autres formes. Et face à cette réalité, continuer à appliquer les mêmes réponses finit souvent par montrer ses limites. Les criquets, dans leur état naturel, restent une menace bien réelle. Leur capacité à se multiplier rapidement, à se déplacer sur de longues distances et à consommer de grandes quantités de végétation en fait un risque important pour de nombreuses régions agricoles. Mais en parallèle, ces mêmes caractéristiques révèlent aussi un potentiel, une capacité biologique unique qui peut être réorientée dans un autre cadre. Lorsqu'on change de perspective, ce qui apparaissait uniquement comme un problème commence à révéler une autre dimension, une ressource possible. Un élément qui, intégré différemment, peut participer à un système plus large. Et c'est précisément cette transition qui marque un tournant. Cette réflexion s'inscrit également dans un contexte global plus large. Aujourd'hui, la production alimentaire fait face à des pressions croissantes. La population mondiale augmente, les ressources naturelles deviennent plus limitées, et les modèles traditionnels montrent progressivement leurs contraintes. La terre, l'eau, les coûts de production, tout converge vers une nécessité d'adaptation. Dans ce contexte, produire davantage ne suffit plus. Il devient essentiel de produire autrement, avec plus d'efficacité, moins de dépendance aux ressources externes et une meilleure capacité à absorber les variations du système. Et c'est là que des approches comme celle-ci prennent toute leur importance, car il ne s'agit pas d'une solution miracle ni d'un modèle unique applicable partout. Il s'agit d'une alternative, d'une manière différente de penser les systèmes agricoles. Une approche qui ne cherche pas uniquement à éliminer les difficultés, mais à les comprendre et, lorsque c'est possible, à les transformer. Ce qui se joue ici va bien au-delà d'une innovation technique. C'est une évolution dans la manière de concevoir la production. Transformer une menace en ressource implique d'accepter une réalité fondamentale. Tout ne peut pas être contrôlé, mais tout peut être mieux compris, et parfois utilisé. Et cette idée ouvre une réflexion plus large. Car si un phénomène considéré pendant des siècles comme destructeur peut être repensé, combien d'autres éléments du système agricole pourraient ne suivre le même chemin? Au fond, l'avenir du monde agricole ne repose pas uniquement sur la technologie ou les investissements. Il repose sur la capacité à s'adapter, à observer et à interpréter les dynamiques naturelles avec intelligence. Très souvent, la différence entre subir un problème et en tirer parti réside simplement dans la stratégie adoptée. Et peut-être que c'est là la véritable leçon de cette histoire. Même dans les situations les plus complexes, là où tout semble indiquer qu'il n'existe aucune solution durable, il reste toujours une possibilité, celle de changer de regard, d'explorer d'autres approches, et de découvrir parfois de la valeur là où il n'y avait que du risque. La question reste donc ouverte. Penses-tu que ce type de stratégie pourrait devenir une solution concrète pour l'avenir de la production alimentaire? Ou considères-tu qu'il existe encore des limites et des risques qui doivent être mieux évalués? Partage ton point de vue dans les commentaires. Et si ce type de contenu t'intéresse, où l'on explore le monde agricole avec une approche réaliste, sans promesses exagérées, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne parle pas d'illusions, mais de systèmes, de décisions et de résultats concrets.
À très bientôt pour une nouvelle analyse.